Et bonjour à tous, aujourd'hui suite du projet sur la Aprilia Capot Nord 1000. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à défaire les carénages avant. J'ai retiré les carénages sur le côté, là, le dessous de selle. Donc le régulateur c'est un SH 54 1G. Donc lui on peut voir qu'il a toujours la prise rouge, donc enfin la prise marron, donc celle-ci elle va dégager, ça va faire partie des premières choses à faire. Et là après ici on va faire comme sur la Tuono, on va lui faire la fiabilisation du circuit de charge. Ensuite l'amortisseur arrière il est HS. En fait je vais essayer de vous montrer. En fait vous voyez là la tête elle est pleine de gras. Donc vu que c'est des deux côtés, je pense pas que ça vienne du cache-culbuteur. Je pense que c'est vraiment l'amortisseur qui est HS. J'ai deux solutions, soit je le fais réparer, je rajoute un ressort hyper pro, un ressort progressif, ou soit carrément amortisseur arrière EMC d'occasion, j'en ai vu un. Donc là je suis en train d'hésiter, je vous avoue, je pense que je vais passer avec le EMC. Autre petit truc, donc là le frein avant il veut toujours pas se débloquer, mais bon déjà il marche de mieux en mieux. Ça on va le retirer, on va le poncer, le mettre nickel. Les rétroviseurs, j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui en a, pour avoir au moins le côté droit et avoir les deux d'origine. Sinon je passerai les mêmes rétroviseurs que j'avais mis sur ma première Capot Nord, qui permettent de modifier leur emplacement et carrément les rabattre si jamais on veut. Les pneus, donc les pneus c'est des Tourance Experience, je ne savais même pas que ça existait. Et donc là ils sont de la 41e semaine de 2009. Donc en fait les pneus ils ont 14 ans. Ils ont 14 ans, le pneu arrière il a 14 ans. Et lui là, ah non là je le vois pas, il faudrait que je bouge la moto pour le voir. Donc ça dégage, ça dégage, c'est sûr et certain. Les petites vis à l'avant, je vais voir combien ça coûte chez Aprilia. Je crois qu'on est à peu près à 3-4 euros la vis. Donc là maintenant le but ça va être de lister tout ce qu'il y a à faire. Que ce soit les pièces à changer, les pièces à fiabiliser, les câbles à prévoir. Il va falloir aussi regarder toutes les nomenclatures, etc. pour que je voie bien le branchement du réservoir, etc. Parce que je vais essayer de refaire faire la pièce et pas acheter la pièce chez Aprilia. Parce que la pièce chez Aprilia, ça va être une fortune, je le sais d'avance. Donc je vais essayer de tout lister, essayer de... Tout ce qui est purge de frein, etc. ça me fait pas trop peur. Je vais démonter quand même les étriers de frein pour voir l'état des plaquettes, etc. Et me faire un bon listing. Et ensuite, je pense qu'on le fera en vidéo, je vous montrerai à combien s'élève le prix de toutes ces pièces. Parce que on va pas compter les heures de travail, ça c'est clair et net. Mais il faut pas que je dépasse un certain budget, parce que sinon, si c'est pour que je travaille gratuitement, ça va pas être très intéressant pour moi à faire. Hein. Aussi, on va regarder tout ce qui est convertisseur de rouille, etc. On va regarder un peu les pièces, le prix des pièces à droite à gauche. Je vais demander à Bruno Walter, le célèbre Bruno, qui me fait toutes mes pièces pour la Tuono. Je vais essayer de voir avec lui pour tout ce qui est visserie, etc. J'ai déjà regardé avec lui, donc il va m'envoyer un petit lot de visserie. Pareil, les vis d'étrier, les vis de disque de frein, tout ça, je vais les changer. Je vais voir avec lui aussi pour qu'il me les fasse. Et un petit relais de démarreur en 150 ampères aussi, ça peut pas faire de mal. Et puis voilà. Là maintenant, je vais remonter la boîte à air. Et ça va être... Putain de moustiques, c'est un truc de fou. Il est midi quoi, il s'est rempli de moustiques, bordel. C'est la nuit les moustiques normalement. Bref. Je vais essayer de tout calculer, de tout bien ranger, tout bien calculer. Essayer de faire... en gros, il faut pas dépasser 1000 euros de pièces. Ça serait ça le top, ça serait pas dépasser 1000 euros de pièces en comptant les pneus, etc. Hein. Parce que là, les pneus, j'hésite encore un peu. J'ai envie de mettre des Dunlop mutants parce que j'aime bien le look que ça donne. Le problème qu'il y a avec Tourance Next et Scorpio Trail 2, c'est qu'en fait la perte est vite fait à 300 euros avec le montage. Donc là, le côté gauche de la moto. Ici, par exemple, on peut voir que là, il y a des durites transparentes. Elles sont complètement foutues. C'est un truc de fou. Elles se cassent, rien qu'en les touchant, elles se cassent. Donc là, ces durites là, elles partent en lambeaux. Et surtout, j'ai retrouvé ça sur la route hier. Donc il va falloir remplacer ces durites, remettre les bouchons tels quels avec le petit truc pour les fixer, histoire de faire un truc vraiment propre. Je veux qu'elle soit propre.
Bon alors j'ai fait un gros nettoyage sur la moto là. J'ai nettoyé vite fait le réservoir. J'ai essayé le réservoir noir qui est là-bas. Et donc lui il fonctionne pas, il se passe rien du tout. Mais par contre celui-ci je vais vous faire écouter. Et la pompe à essence fonctionne. Le seul truc qu'il y a c'est qu'il n'y a rien qui coule. Là j'ai essayé de raccorder ça, mais là ici j'ai pas raccordé encore. Donc je peux pas raccorder de toute façon. Parce que le truc il est pété. Normalement ça devrait être un truc comme ça. Je sais même plus en fait. Je sais même plus comment c'est foutu. Donc je pense que ce que je vais faire... Ouais, là la batterie elle est morte. Ouais, là ma batterie elle est morte, il faut que je la mette à recharger. Mais la pompe à essence dans ce réservoir fonctionne. Donc déjà... Ouais, la pompe à essence ça fonctionne. J'ai vérifié les fusibles à l'avant aussi qui sont là sur la tête de fourche. J'ai vérifié les deux fusibles qui sont là. Et après ce qui me reste ça va être les relais. Mais bon là ces relais là, il n'y a que le relais Leonelli qui pète. Ceux-là, là les deux normalement ils pètent pas. Et de toute façon dans tous les cas j'en ai d'autres. Mais c'est peut-être pas si grave que ça la réparation à faire. Hein. Bah alors en lavant la moto, j'ai trouvé ceci caché dans la moto, dans le moteur. Et donc en fait quand on regarde comment c'est pété et comment l'autre aussi il est pété, on se rend compte que c'est bel et bien la pièce qui manque. Tac, tac, tac. Et qui va ensuite ici même. Il rentre même pas. Ah si, il rentre. Et voilà. Hop. Donc en fait là, il faut que je rachète un raccord essence. Après il faudrait que je fasse aussi les deux qui sont là. Parce que ça fait partie des grosses maladies de la cape au nord. C'est qu'en fait là les raccords essence comme ceci là, les blancs, ben ils cassent. Et quand ils cassent, et ben la moto après elle prend feu parce qu'il y a de l'essence qui se répand partout. Le seul truc qui est un peu chiant c'est que ça coûte très très cher. C'est-à-dire qu'il y en a au moins pour 130 € de raccord essence dans tous les sens. Donc ça commence un petit peu à faire cher. Il va falloir que je voie comment je peux faire si j'arrive à les trouver. Genre un mec qui vend des pièces d'occasion, que je puisse lui racheter les tuyaux, tout simplement, que je puisse lui racheter les tuyaux avec les raccords en aluminium. Et aussi pour celui-ci, pour pouvoir le remplacer. Parce que je pense que tant que j'aurai pas celui-ci, j'aurai pas d'essence qui va à la moto. Tout simplement. Bah alors, on va commencer directement par refaire le faisceau du régulateur. On va supprimer, donc là ici comme pour le tuto sur la RSV que j'ai déjà fait sur la Tuono. Ici on va rejoindre les deux fils rouges, rejoindre les deux fils verts, ajouter un fil qui va jusqu'à la batterie avec un porte-fusible et on va supprimer la cosse marron là totalement. Je vais pas souder directement, je vais mettre des cosses. Le mieux ça serait quand même de souder, mais je vais pas faire le pont comme j'ai fait sur la mienne. Là je vais juste mettre cosse ici et cosse de l'autre côté, des petites cosses séparées plutôt que cette grosse prise de marron dégueulasse. Alors voilà, cosse noire cassée, coupée. Ici le rouge, le positif avec la dérivation on va dire, porte-fusible. Et là je vais déterminer la longueur pour le plus de la batterie. Et là pareil pour le noir, mais sans porte-fusible pour la masse, directement sur la batterie aussi. Ça évitera d'acheter un FH020 pour le moment. Ça permet quand même d'économiser un petit peu sur la réparation de cette moto. Donc là maintenant je vais faire le côté faisceau à la broche, là où il y a la cosse marron, je vais passer aussi en cosse japonaise. Et après je vais déterminer les bonnes longueurs pour les deux fils. Normalement le noir, le fil il est déjà assez long. C'est juste le rouge, il faut que je recoupe un petit peu parce que le pôle rouge de la batterie est côté droit de la moto, donc côté régulateur. Tout ce qui est régulateur, fiabilisation du régulateur, c'est bon, c'est fait. Avec les trois fils juste ici, juste là. Là ici, on a le plus qui va du régulateur jusque là. J'ai mis un petit riselant comme ça, ils restent ensemble. Pareil là pour le noir. Et là quand on démarre, elle fait pas le même bruit qu'hier, j'ai l'impression, quand je démarre, j'ai l'impression.
Mais bon, déjà là le moteur il tourne. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai coupé la chaîne. Parce qu'il va falloir que je compte les maillons pour commander une nouvelle chaîne. Bon, les clignotants arrière, ça sera plus tard. Mais je pense que je vais regarder les plaquettes de frein. Si jamais les plaquettes de frein sont bonnes, je vais commencer à faire la purge. Comme ça, au moins, je gagne un peu de temps. Parce que là, j'ai pas l'argent pour commander des pièces pour le moment. Donc, tant que j'ai pas l'argent pour les pièces, je vais essayer de faire que ce que je peux sans argent. Et pareil, à l'avant, je vais regarder les plaquettes, dans quel état elles sont. Si elles sont en bon état, je fais la purge des freins. Au moins, on aura gagné du temps. Après, en ce qui concerne le récepteur d'embrayage, enfin... Là c'est vraiment mou. Ici je vois que c'est bien gras quand même. Donc je vais regarder ce qui se dit hein, parce que ça se trouve j'ai un kit de réparation à faire ici. Et voir peut-être même un kit de réparation à faire en bas. Bon allez, pour se rassurer un petit peu, j'ai enlevé le réservoir. C'est juste pour se rassurer, juste pour... hop. Alors j'ouvre un petit peu la boîte à air. Ouh. Hop là. Là, je referme bien. On va pas attendre trop longtemps non plus. Bon, le moteur il tourne. Ouais, c'était juste pour se rassurer. Hein. Et il y a de l'huile dans le moteur. Ah, ça me rassure parce que depuis l'autre jour, je voyais pas d'huile du tout. J'étais en train de me demander où était l'huile, quoi. Eh ben il y a de l'huile. Le clignotant n'a pas besoin de toi. Donc il y a de l'huile. Ça c'est bien. Par contre elle pue la mort. Hein. Oh là là. En plus il y a les durites, 2 durites transparentes. Mais par contre elle est vraiment propre hein, quand même. Ça là-dessus je suis vraiment content. C'est qu'elle est vraiment propre quoi. Tout est clean. Il n'y a même pas d'alumine là sur la. Il n'y a rien. Elle est clean. Hein. Franchement, c'est pas plus mal. Donc la bougie, ouais, elles sont nickel, elles sont pas vieilles du tout. Ça se voit quand même que là elles ont pas beaucoup roulé. Donc je change pas les bougies. Et l'huile ne fait qu'augmenter le niveau d'huile. Je vais pas faire la vidange maintenant, j'ai pas de filtre à huile, j'ai pas l'huile. Comme j'ai dit, je dois attendre début octobre pour pouvoir acheter des pièces. Et je vais tout acheter d'un coup, histoire d'être peinard. Et donc là vous voyez, là c'est les antiparasites. Faut faire attention, ils sont très très fragiles. Si jamais vous les pétez, il y a un kit de remplacement en 8 mm. Alors je sais plus la marque que c'est. J'ai essayé de retrouver dans mes archives. Normalement je dois l'avoir. Je vais essayer de retrouver. Et le kit coûte à peu près 90 € pour les 4 fils de bougie en 8 mm avec les supports, avec les antiparasites intégrés. Donc voilà. Au final j'ai nettoyé le carter de pignon. J'ai commencé à nettoyer derrière et tout. Le seul truc que j'avais pas vu, c'est qu'en fait ici là il y a quand même pas mal d'alumine. Il va falloir que je brosse tout au fur et à mesure. Un bon coup de Karcher. Pareil derrière, là je commence à nettoyer le porte-couronne et tout. Et là on commence à bien y voir. Donc là elle est déjà en 16 à l'avant. Je vais le laisser en 16 parce que là le pignon il est pas abîmé. Il est en bon état. Ouais, franchement il est en bon état. Donc je vais laisser comme ça pour le moment. Derrière, je sais pas combien c'est, mais j'ai une autre couronne de Caponor en stock là, que j'ai depuis mon ancienne moto. Donc je pense que je vais faire les deux en même temps. Et là, on est quand même pas trop mal. Hein. Il y avait pas mal de merde. Tout est dégueulasse. Maintenant, je vais nettoyer ma cour. Je me remets sur la Caponor. Les plaquettes sont bons, mais par contre, le liquide de frein, on dirait du thé, quoi. Le truc, putain, il est orange fluo, quoi. Pour la purge des étriers de frein, c'est pas très compliqué. Pour la fourche avant, on part du point le plus loin. Donc là, vu que le maître cylindre il est à droite, on va commencer par l'étrier qui est à gauche. Une fois que l'étrier à gauche il est purgé, on repasse à droite. Et comme ça, ça permet d'enlever tout le liquide qui est pourri. Et vous voyez ici, c'est de la durite en T. Donc, la durite, le point le plus loin du maître cylindre, c'est l'étrier de gauche. On purge l'étrier de gauche, après on referme, on purge l'étrier de droite, on referme et c'est fini. Donc là je vais me mettre à ça. En plus l'avantage qu'il y a c'est que là le WD-40 ça a bien marché, donc maintenant il bloque plus du tout. Il est revenu à sa forme normale. Je vais en profiter pour défaire le levier, tout bien nettoyer, enlever toute la rouille qu'il peut y avoir.
Et comme ça, on sera bon. Les plaquettes, elles sont à mi-usure, donc je les change pas. Je vais les garder. Si jamais, lorsque je remonte la moto, je remarque une perte de puissance de freinage ou quoi que ce soit, là, je les changerai. Mais là, à première vue, il n'y a pas besoin de les changer, hein. Ils sont vraiment en bon état. Et le métal n'est... Enfin, la matière, la garniture des plaquettes n'est pas en mauvais état. Bon alors, le frein avant, c'est fait. On a récupéré un bon petit frein avant. J'ai retiré aussi le rétroviseur, le morceau de rétroviseur cassé. Par contre, j'arrive toujours pas à défaire cette petite vis. Donc j'ai rebadigeonné avant de péter tout le pas de vis, toute l'empreinte. Et là, j'ai fait mettre cylindre, embrayage. Oh, allez. Et là, on a récupéré... Oh là là, la force. J'ai cru qu'il était mort, hein, quand même. Hein, parce que ça n'a pas été facile à purger. Et au final, tout est purgé, tout est nickel. Donc une fois que c'est fini, un bon petit coup de nettoyant frein, ça fait pas de mal. On remet le petit capuchon. Oh non, je vais passer un coup de soufflette avant. Ouais, j'oublie tout le temps que j'ai un compresseur. Alors il faut savoir que sur les capots nord, ce mètre cylindre là est vraiment un gros problème parce qu'il perd très facilement la purge. Pareil en bas, bah, de toute façon, ça encore, le récepteur, c'est pareil sur les RSV. La mienne, par exemple, la Tuono, elle en a un Oberon. Moi, sur mon ancienne capot nord, j'avais mis un CNC noir. Ouais, là, c'est nickel. Et en fait, ouais, j'ai cru que j'allais pas pouvoir le recharger, mais en fait, oui. Donc, petite mise à niveau. Voilà, un tout petit peu, ça suffit. Le mètre cylindre, il était vide. Il n'y avait rien du tout, il était dégueulasse. Donc là j'ai tout nettoyé et vous voyez, sauf ça, j'ai pas nettoyé justement pour vous montrer ça. Vous voyez là ici, il reste plein de dépôts de l'ancien liquide de frein qui avait séché. Mais bon, bonne nouvelle, il est revenu. J'espère que je vais pas perdre la purge d'ici là. De toute façon, si jamais je la perds, au moins je saurai quoi faire. J'en ai déjà eu une, capot nord, pendant 1 an et demi. J'ai fait tout ce que j'ai eu à faire. J'ai modifié tout ce qu'il y avait à modifier. Le ressort Hyper Pro, je l'avais fait. Les silencieux, j'avais mis du Leo Vince, la Carto, le Nani, le Nana. Moi, honnêtement, aujourd'hui, si jamais je devais faire une capot nord, déjà j'en achèterais, et garder surtout. Déjà, je voudrais une capot nord rallye, celle avec le kit déco, etc. Pour avoir vraiment quelque chose. C'est comme les Tuono Factory, quoi. Les pièces, elles sont introuvables, tout est introuvable. Donc c'est pour ça, si jamais je dois garder une capot nord, ça serait une capot nord rallye 1000. Mais même une capot nord 1000, en fait, je n'ai plus envie d'en avoir. Parce que je l'ai rincé, je sais comment ça se comporte, j'adore, c'est très très bien. Mais c'est pas assez puissant, il manque les 30 chevaux de celle-ci, en fait. Ce qu'il faudrait faire, si on achetait une avec un moteur cassé, mettre un bloc de RSV, un faisceau de RSV, le compteur aussi, parce que de toute façon, tu vas être obligé. Enfin voilà, mettre vraiment une RSV dans un cadre de capot nord. Et surtout, si jamais j'arrive à avoir les 136 chevaux comme sur celle-ci, là, ça serait un monstre. Mais après, tu as le freinage qui ne suit pas. La fourche, elle n'est pas terrible. Enfin, c'est un trail de voyage, hein. C'est fait pour rouler. C'est pas fait pour aller dans les bois ou quoi que ce soit, hein. C'est un comportement, c'est une GT. Une GT où tu es droit dessus. C'est comme une Varablero 1000. Une Varadero 1000, c'est la même chose. C'est une copie en gros parce que ils ont fait la Falco. La Falco c'était un VFR. Ils ont fait la RSV. Ben là en gros c'est la SP2. Et après ils ont fait la Capot Nord et la Capot Nord en gros c'est une Varadero de chez Aprilia avec un bicylindre. Elle consomme beaucoup moins. Ça c'est bien par contre. Comparé à une Varadero, elle consomme quand même beaucoup moins. Là-dessus avec, je sais pas moi, je faisais à peu près 250-300 km avec les... Je crois que tu as 23 litres ou 25 litres, un truc comme ça. Moi, je faisais entre 250 et 300 km/h, mais par contre, j'avoinais. J'étais à fond tout le temps. J'avais une bulle haute, là, la Air Max, la 70 cm. De toute façon, vous avez une vidéo déjà sur mon ancienne capot nord. Moi, le but, ce que je souhaiterais réellement, au final, c'est soit j'achète une Tuono Gen 2 Factory de 2009, les noirs et rouges, soit j'achète une capot nord 1200 rallye en vert mat parce qu'elle est trop belle. La orange aussi, elle est magnifique. Mais capot nord 1000, non. C'est des très très bonnes motos, mais j'ai déjà fait le tour. Je veux passer à autre chose. Et par contre, oui,
L'avantage de la Capo Normil, ça va être son cadre rigide, sa rigidité, les pièces aussi, parce que bon, il y a quand même des bonnes pièces, hein, c'est que du Brembo, les maîtres-siennes c'est du Brembo, l'arrière pareil, les jantes elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, en plus elles sont tubeless, tu mets une paire de Tourance Next, c'est un TGV. Moi je traçais mais un truc de fou furieux. J'ai appris à conduire avec cette moto réellement, les gros cubes, c'est avec cette moto là que j'ai appris à conduire. C'est pour ça que là aujourd'hui, quand j'ai vu l'annonce et tout, j'ai dit au gars j'arrive, je la prends, parce que je les connais, je sais que ça peut être un très bon projet, ça peut aussi vous intéresser, ça peut faire des bonnes vidéos pour la chaîne, et ça peut aussi, je pense, aider beaucoup de monde. Concernant la fiabilisation de cette moto, donc déjà on a parlé des deux raccords essence mâle femelle plus le troisième qui va au réservoir à changer et mettre des pièces en aluminium. Ensuite on a parlé du circuit de charge à fiabiliser comme le tutoriel que j'ai déjà fait. Ensuite, si jamais vous voulez vraiment avoir un confort de fou furieux, à partir de 2003 ou 2004 pardon, à partir de 2004 Aprilia sur les Capo Normil, celles qui n'ont pas les oreilles, ils ont durci la fourche avant parce que la moto plonge énormément lors des freinages avant. Donc en fait, ils ont rajouté des cales dans la fourche pour durcir l'avant. Et aussi, sinon, vous pouvez mettre un kit Hyper Pro de ressort progressif dans la fourche et là, vous serez tranquille. À l'arrière, pareil, si jamais vous voulez garder l'amortisseur d'origine, vous pouvez mettre un ressort Hyper Pro progressif et là, franchement aussi, ça change totalement le comportement de la moto. C'est le jour et la nuit hein, entre les deux. Le kit complet, on est à peu près, je crois, Charlie Moto, ils le vendent 260 € avec l'huile pour la fourche. Donc, franchement, c'est quand même bien. Vous changez les joints spi. D'ailleurs, on va faire les joints spi dans une prochaine vidéo. Vous changez les joints spi, vous mettez votre kit. À l'avant, moi, j'avais mis des disques braking et c'était le jour et la nuit aussi au niveau du freinage. On a aussi, il faut le penser, changer le relais de démarreur parce que là, par exemple, là, c'est un 50 ampères. Donc, il faut penser à changer le relais de démarreur pour en mettre un de 150 ampères ou au minimum 100. Il y en a un, c'est le Toshiba, il est vraiment pas mal. Mais après, vous pouvez même mettre de la chinoiserie parce qu'en fait, la Tuono, par exemple, elle a un 150 ampères mais chinois. Et ça fait presque 2 ans qu'il est dessus. Alors que j'avais acheté celui qui est vendu par Aprilia. Celui qui est vendu par Aprilia est moins bien au final. Parce que moi j'ai réussi à le griller en 3-4 mois, même pas. Bon, j'avais pas fait le faisceau pour le démarreur. Normalement sur celle-ci aussi vous pouvez faire le faisceau jusqu'au démarreur. Bon, moi j'ai pas prévu de le faire. Même les masses et tout ça, j'ai pas prévu de le faire parce que franchement, elle a déjà une batterie de 14 d'origine. Contrairement à elle qui ont une batterie de 12, elle a déjà une batterie de 14, donc en fait, techniquement, moi j'ai rarement vu des problèmes de roue libre sur les Capo Nord. Hein. Parce que il y a les culasses sont différentes du moteur de la Tuono. L'embrayage est plus petit aussi, c'est une autre cloche d'embrayage avec un autre embrayage à l'intérieur. Et après, c'est un moteur dégonflé, quoi. On passe de 130 chevaux à celle-ci, je crois qu'elle en fait 96 ou 98, je sais plus exactement. C'est pour ça, c'est une très bonne moto. Une fois qu'on a fait toute la fiabilisation de la moto, franchement, il n'y a que du plaisir. Mais par contre, faut rouler avec. C'est comme les Tuono et les RSV, faut rouler avec, faut pas les laisser crever dans le garage. C'est limite une moto pour tous les jours. Une moto pour tous les jours, mais vous êtes royal. Vous mettez là une paire de protège-mains. Ceux de Capo Nord 200, s'ils sont encore disponibles, ils sont vraiment pas chers. Ils sont très très bien chez Aprilia. À l'époque, je crois que j'avais payé 25 € le protège-main, donc 50 € la paire, c'est quand même moins cher que des adaptables, on va dire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vais m'arrêter ici parce que actuellement, là, je peux pas faire grand-chose de plus. J'ai pas d'argent, comme je l'ai déjà dit. Donc là, on a déjà fait l'état des lieux. On sait à peu près ce qu'il faut changer. On sait que l'amortisseur arrière il est mort, les plaquettes sont bonnes, les pneus sont à changer. On sait que le régulateur on va le changer aussi. Et concernant la pompe à essence, etc. Normalement, le lundi là qui va arriver, je vais chez Kermit, le gourou des Capo Nord, et on va s'occuper de ça. Pareil, si jamais, parce qu'en fait l'amortisseur EMC que j'avais vu sur le Bon Coin, le gars veut pas que je le paye via le Bon Coin. Donc moi je laisse tomber. J'ai pas envie de me faire arnaquer. Et je vais voir avec Kermit ce qui est possible de faire et si l'amortisseur est rattrapable. S'il n'est pas rattrapable, ben tant pis, on trouvera une autre solution. Merci d'avoir suivi l'épisode. C'était un état des lieux et je vous dis à la prochaine. Semaine prochaine, on attaque l'achat des pièces et dès que je reçois toutes les pièces, une nouvelle vidéo où je vais tout monter, je vais tout vous expliquer
Et puis voilà, hein, passez un bon week-end. Merci à tous de me suivre. Ciao.